Sire, vous êtes blessé? Sire, permettez à votre médecin de vous conseiller de quitter le champ de bataille. Sire, vous avez besoin de vous reposer. Aidez-moi! Le patient se nomme Napoléon Bonaparte, 49 ans, prétend vivre au XIXe siècle, sexe masculin, 1m69, 86 kg. Il a été trouvé devant les urgences, sans allergie. Le patient a perdu connaissance à son arrivée et souffre de douleurs gastriques. Il fait une syncope, une crise de douleur à l'estomac, partie haute et médiane. Des vomissements continus, a perdu beaucoup de poids et n'a plus de force. Cause inconnue pour le moment, son pronostic vital est engagé. Stack, tu viens faire un point sur le patient Napoléon? Ouais, j'arrive. Alors. Ouais. Salut Emma. T'arrives? Arrive, ouais. Allez, ça va? Ça va et toi? Ça va. Faut vraiment qu'on fasse le point là. Ouais. Napoléon, ouais, c'est ça. Bon, là j'ai le dossier médical. Ouais, Normalement, je te l'ai ouais, fait, c'est bon, je l'ai eu. D'accord, super. Du coup, on a fait une gastroscopie hier et ça nous a permis de visualiser les barreaux internes de son estomac. Elle permet aussi de voir la présence et l'étendue d'une tumeur maligne. Son pronostic vital est beaucoup engagé. Le prélèvement d'un morceau de tissu visiblement affecté de son estomac confirme qu'il s'agit bien d'un cancer. La pratique de la biopsie est donc révélatrice et confirme l'idée. Selon le patient, d'autres cas ont été décrits dans sa famille. Ils n'ont pas été examinés, mais sa sœur et son père seraient sûrement décédés de ça. Et 4 autres membres de sa famille aussi. Ah, ok. Mais ils vivent à quel siècle? Enfin, je sais pas, ils se sont jamais dit à un moment qu'avec toutes ces personnes décédées dans leur famille, il y a sûrement un problème. Franchement, je sais pas, en tous les cas, il est là et il faut vraiment qu'on le prenne en charge parce que le cancer de l'estomac connaît une évolution lente. La tumeur, au début, elle est si petite qu'il n'y a aucun symptôme, donc le diagnostic, il est tardif et il est non spécifique. C'est pour ça que Rémi s'est permis qui était plus tôt. Oui, exactement. Et puis l'abdomen et l'estomac sont de grosses structures. Les cellules cancéreuses peuvent donc s'y étendre. Les symptômes apparaissent le plus souvent une fois que la tumeur s'est étendue dans les tissus et organes voisins. Vous pensez qu'il est nécessaire de faire une gastrectomie? Madame de traitement de son cancer, pardon, je vais y arriver, de son cancer. Je pense que lui enlever les 3/4 inférieurs de l'estomac, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. On pourrait commencer d'abord par une chimiothérapie et une radiothérapie avant. Je suis d'accord. Ouais, en fonction des résultats, on pourra envisager l'éventuelle ablation totale de son estomac. C'est ça. Pour l'instant, notre objectif, c'est surtout d'enlever la plupart des cellules cancéreuses. Bonjour. Ça s'est bien passé? Bon, alors on va faire un petit point sur les résultats. Les infirmières ont dû vous informer qu'à votre arrivée aux urgences, vous étiez dans un état critique. Bon, alors mes collègues et moi avons parlé longuement du traitement qu'on pouvait vous prescrire sur votre cas. Et nous vous conseillons fortement la radiothérapie et la chimiothérapie. Vous préférez ces méthodes à l'ablation totale, quasiment totale de votre estomac, Qui est la gastrectomie. Alors, vu votre cas déjà avancé, le fait de vous retirer presque la totalité de votre estomac, ça va être un grand danger pour vous. Et en allant moins vous allez probablement ne pas survivre à cette lourde opération. C'est pour ça là qu'il est préférable pour vous de choisir la méthode de la radiothérapie et de la chimiothérapie qui vous permettra de gagner plus de temps sur votre vie. Ici se trouvent les poumons, le cœur, l'intestin grêle, le côlon. Là j'enlève le diaphragme et le foie. Et voici l'estomac. C'est donc sur ces parois que se développe le cancer.
Dans votre cas, nous voulons éviter l'opération en utilisant la radio et la chimiothérapie. Je vais donc vous parler de la chimiothérapie, qui est un traitement médicamenteux ayant pour objectif de détruire les cellules cancéreuses. Elle permet soit d'empêcher la division cellulaire ou bloquer la croissance des cellules. Plusieurs sortes de chimiothérapie. La chimiothérapie palliative, pour celle-ci, la chimiothérapie seule est le traitement de référence. Elle limite la progression de la maladie, permet de soulager les symptômes provoqués par la tumeur et les métastases et ainsi améliorer la qualité de vie. C'est celle-ci même que nous utilisons dans vos cas et espérons qu'elle fonctionnera pour vous éviter la chirurgie. Néanmoins, si elle ne fonctionne pas, elle sera alors considérée comme de la chimiothérapie néoadjuvante ou périopératoire, qui quant à elle s'utilise avant l'opération afin de diminuer la taille de la tumeur et faciliter l'opération. Il y a aussi la chimiothérapie adjuvante ou post-opératoire, après chirurgie, pour diminuer les risques que le cancer revienne localement ou à distance, ou traiter des métastases que nous ne ferons probablement pas, car si l'opération a lieu, alors il n'y aura plus rien à traiter, du moins nous l'espérons. La chimiothérapie est un traitement sur mesure car les médicaments sont choisis en fonction du type de tumeur, ainsi que de sa localisation et du stade du développement des cellules cancéreuses et de votre état. Cependant, les principaux médicaments utilisés dans le traitement du cancer de l'estomac en chimiothérapie classique sont la cisplatine, le 5-fluorouracil, l'épirubicine et le docétaxel. Ce sont tous des médicaments injectables car la chimiothérapie se fait sous intraveineuse. Nous pouvons employer un médicament seul, cela revient à faire de la monothérapie, mais le plus souvent, ces médicaments sont associés les uns avec les autres en polythérapie. Cette association s'appelle un schéma ou protocole de chimiothérapie. Les médicaments employés, les doses administrées et le rythme des cures varient d'une personne à l'autre. Tout est prédéfini en fonction des caractéristiques de votre cancer et de votre tolérance au traitement. C'est pour cela que le plan de traitement et modalités d'administration sont déterminés au cas par cas. Durant votre chimiothérapie, vous êtes au courant de tout. Votre médecin qui vous a pris en charge vous donne un planning avec la date et le lieu des traitements et les médicaments utilisés. Nous sommes totalement transparents avec vous. À chaque cure suit une période de repos. La durée de la chimiothérapie palliative n'est pas prédéfinie. Le traitement est administré aussi longtemps qu'il est efficace. Nous réalisons un bilan complet avant le tout début de votre cure. Il comporte un examen clinique, une évaluation de la tolérance, un examen de sang pour vérifier si l'état de santé dans lequel vous vous trouvez vous permet de continuer le traitement. Le fonctionnement des reins sera aussi évalué. Les médicaments sont injectables dans une chambre implantable ou dans un cathéter par perfusion. La chambre implantable est constituée d'un petit réservoir en plastique ou titane et d'un tuyau souple et enfin un cathéter. Le boîtier est entièrement placé sous la peau au niveau du thorax. Cela se fait durant une courte opération chirurgicale et le cathéter est directement placé dans une veine. À chaque perfusion, le traitement est injecté directement dans la chambre implantable à travers la peau donc. La chambre implantable reste en place le temps de toute la durée de la chimiothérapie. La chimiothérapie se pratique en ambulatoire dans un hôpital. Le temps sous perfusion n'est pas élevé. Quel est le principe de la radiothérapie interne ? Grâce à un appareil qui émet un fuseau de radiation, les rayonnements vont détruire les cellules cancéreuses. Il va exposer les cellules à une ionisation pour altérer le centre de la cellule malade ainsi son matériel génétique. Tout d'abord, de nombreuses précautions passent par des scanners 3D, des images TEP ou encore des IRM qui sont obligatoires avant de pratiquer les séances. L'objectif étant de connaître parfaitement l'anatomie du patient, de la localiser, de la limiter et d'identifier les organes voisins à protéger. Les données du traitement obtenu permettent de calculer le plan du traitement du patient. Celui-ci comprend les paramètres de faisceau irradié, placement, forme, énergie, orientation, ainsi que la dose totale délivrée en grès et le nombre de séances nécessaires. Par la suite, le centrage consiste à avoir une acquisition atomique en position de traitement, c'est-à-dire la position que le patient aura lors de toutes ses séances à l'aide de cales, mais aussi de marquage qui s'effectuera avec des petits tatouages ou des lignes lumineuses qui se déposeront sur la peau permettant de localiser les points d'entrée du faisceau d'irradiation. Ce centrage permet de s'assurer que les doses délivrées sont bien celles qui ont été prescrites. La position du patient établie lors d'un traitement est respectée au millimètre près. Cette position est contrôlée par un dispositif d'imagerie 3D embarqué placé à 90 degrés qui permet d'avoir des images
pour savoir si l'on est bien positionné sur la table. Les faisceaux d'irradiation, faisceaux de photons, sont ensuite délivrés par un accélérateur linéaire d'électrons. Cet accélérateur est composé d'un bras qui tourne autour de 360 degrés autour du patient, permettant de faire pénétrer les faisceaux selon différentes orientations. La production se fait par un canon à électrons, puis dans un passage de section accélératrice des électrons. Le faisceau d'électrons passe ensuite dans un aimant de déviation, des électrons permettant de filtrer et sélectionner l'énergie souhaitée avant de passer par un collimateur primaire, qui est la première étape de la mise en forme du faisceau de photons. Le dosimètre va contrôler le débit de la dose délivrée par la machine avant que le faisceau de photons n'atteigne le collimateur multilame, qui est un ensemble de micro-lames motorisées qui permettent de trouver la forme du faisceau que l'on veut. Il permettra d'adapter la forme du faisceau au volume de la tumeur à traiter en temps réel au cours d'une séance. 80% de la radiothérapie passe par la molécule d'H2O, qui représente à peu près 70% de l'eau dans le corps humain. La radiation va alors casser cette molécule qui aboutit à la formation de radicaux libres qui vont être responsables de 80% des molécules de la radiothérapie, et ce sont ces radicaux libres qui vont casser la molécule d'ADN. L'ADN subit alors des transformations qui rendent la cellule incapable de croître, de se diviser et donc de se reproduire. La multiplication anarchique est donc bloquée due au manque de temps pour qu'elle se régénère entre les séances quotidiennes du traitement. En effet, ces cellules cancéreuses ont tendance à se diviser plus rapidement que la plupart des cellules normales. C'est pourquoi le traitement est très fréquent, entre 4 à 5 séances par semaine sur 4 à 8 semaines. Il existe une autre façon de faire qui est la cryothérapie, mais elle se pratique avec des cancers accessibles de l'extérieur ou de petite taille, comme le sein, la peau ou le col de l'utérus. On utilisera alors ici, pour le cancer de l'estomac, la radiothérapie externe. Quelle que soit la méthode et la prévention utilisée, le rayonnement déploie tout au long de son trajet de l'énergie. Ainsi, des cellules saines sont éventuellement touchées, ce qui provoque des effets secondaires. Le but étant d'administrer la dose suffisante de sa radiothérapie pour détruire la cellule cancéreuse, mais pas trop l'élever, pour empêcher les cellules saines de se rétablir. Il va falloir réaliser une ablation totale, c'est-à-dire lui retirer la totalité de son estomac, ainsi qu'une partie de son œsophage et de son duodénum. La suite de l'opération consiste à rétablir la continuité digestive en suturant l'intestin grêle et l'œsophage. Comme vous pouvez l'observer ici, les métastases présentes sur ce bord n'ont pas été détectées lors du bilan préopératoire. Effectivement, c'est le cas dans 25 à 40% des métastases. Cette chirurgie nécessite-t-elle des précautions spécifiques ? Bien évidemment que cette chirurgie nécessite des précautions spécifiques, même de très grandes précautions lors de l'opération, car la chirurgie de l'estomac est potentiellement contaminante, étant donné que l'œsophage et l'intestin grêle possèdent certaines bactéries. Il faut prendre garde à ne pas les étendre pour ne pas engendrer un abcès sur la paroi de la cicatrice ou encore un abcès à l'intérieur de l'abdomen. D'autres complications peuvent apparaître lors de l'opération ou après, la plus importante étant la fissure anastomotique qui arrive après l'opération. Il faut alors faire très attention lors de la suture entre l'œsophage et l'intestin grêle au risque de fuite de salive ou d'aliments entre les deux. L'opération s'est parfaitement déroulée. Vous pouvez emmener le patient dans la chambre de réveil. Nous espérons tous que celle-ci lui offrira une réelle chance de guérison.